Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et notre ami, enfin je ne vais pas dire notre cher ami, I'm not going to say our dear friend. Bon pour toi. bon retour Larry. Heureux d'être avec toi, cher ami Nima. Larry, let's start with the Israeli attack on Gaza. Larry, commençons par l'attaque israélienne contre Gaza. Nous avons appris, par les médias israéliens, qu'à la suite de la reprise des opérations militaires israéliennes là-bas, les tribunaux ont reporté le témoignage de Netanyahou, qui devait avoir lieu cette semaine. Et en regardant la manière dont Netanyahou se comporte, il a approuvé un blocus total de Gaza. Selon vous, vers quoi nous dirigeons-nous avec le soi-disant plan de paix de Trump? Where are we heading, in your opinion, with the Trump so-called peace plan? Precisely where Bibi wanted to head. Précisément là où Bibi voulait aller. Maintenant, je ne sais pas si c'est en collusion avec Donald Trump. Souvenez-vous, la dernière action perfide concernait l'Iran, donc il se pourrait bien que ce soit en collusion avec Trump. Ils en ont discuté, et ils vont jouer une sorte de rôle du gentil et du méchant, vous voyez, mais ils sont tous deux sur la même longueur d'onde. Je ne pense pas que ce soit le cas, car cela impliquerait que Trump renonce un peu à la lumière des projecteurs, et je ne pense pas qu'il aime ça. Donc je dirais que c'est Netanyahou qui fait du vrai Netanyahou. Il n'a jamais eu l'intention de s'arrêter. Si vous regardez Haaretz et certains autres journaux qui suivent les événements au jour le jour, heure par heure, minute par minute, je pense que vous constaterez qu'il n'y a eu aucun cessez-le-feu de la part de l'IDF. Il a été annoncé, mais ils n'ont pas cessé le feu. Il y a eu des gens qui tuaient d'autres gens partout à Gaza et en Cisjordanie pendant tout ce temps. C'est donc un cessez-le-feu typique de Netanyahou. Il utilise le début du cessez-le-feu pour tirer un avantage tactique de la situation et causer plus de dégâts. Il a fait cela au Liban et l'a fait sans cesse en Cisjordanie. Quand on lui disait d'arrêter, il disait « j'arrête », puis il repartait aussitôt recommencer. Et il le fait à Gaza. Avec la question de la nourriture, je pense qu'il a appris, à travers la Fondation humanitaire de Gaza, et leurs efforts vraiment toxiques visant à tuer des Palestiniens, que ces efforts sont très efficaces et efficients. Il a donc compris que la nourriture est probablement une meilleure arme que les canons de chars, les obus d'artillerie ou même l'aviation de l'armée israélienne. Parce qu'il n'a pas besoin de dépenser beaucoup, il lui suffit de leur refuser la nourriture, et ils meurent. C'est l'une des raisons pour lesquelles, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait de l'utilisation de la nourriture comme arme de guerre un crime de guerre atroce. Mais il s'en moque, il le fait. Et donc, il n'y a rien, pas de cessez-le-feu. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu prévu. Maintenant, J.D. Vance, Witkoff, Kushner et tous ses envoyés se dirigent vers Israël, où ils sont déjà. Et ils vont faire leur numéro en parlant de troupes censées venir, vous êtes prêts? D'Azerbaïdjan et d'Arménie, ou d'ailleurs. Les seuls pays qui ont l'impression que Trump a réellement fait quelque chose pour eux. C'est ainsi que Trump voit les choses. Mais eux ne le ressentent pas du tout ainsi. Ils se moquent de lui jusqu'à la table de la paix, si l'on peut dire. Et il n'y a pas de table de la paix. Donc, c'est une blague en ce moment, mais une blague douloureuse et triste, parce que les tueries vont continuer. Maintenant, je vais dire ceci. Le Hamas le savait. Le Hamas n'est pas stupide. Ils l'ont prouvé tout au long de ces 2 années de conflit, et même avant cela, qu'ils ne sont pas du tout stupides. Et Israël pense avoir éliminé toute leur direction. Vous savez, nous avions un dicton dans l'armée américaine. Fais attention au chef que tu tues. Celui ou celle qui vient après pourrait être meilleur. Eh bien, dans bien des cas, c'est ce qui se passe. Et le Hamas a actuellement une très bonne direction, tactique et opérationnelle. Le Hezbollah aussi, à ce qu'on me dit.
Je ne l'ai pas encore vu se manifester, mais je soupçonne que ce sera bientôt le cas s'il ne relâche pas un peu la pression sur le Liban. Quoi qu'il en soit, la direction est plutôt bonne, et ils font du bon travail pour riposter, pour combattre les gens que Netanyahou a rassemblés afin d'éliminer le Hamas, alors qu'il ne le peut pas ou ne semble pas en être capable. Ces unités rebelles qui sont là, je pense qu'elles sont probablement pour la plupart affiliées à l'État islamique ou à des groupes liés à l'État islamique que nous formions en Syrie, et maintenant, elles se trouvent en Israël, avec d'autres aussi. Mais au final, un cessez-le-feu n'est pas un cessez-le-feu. Et le Hamas le sait, et il en profite pour tuer davantage d'Israéliens. Voici, Larry, la réaction de Donald Trump après les attaques israéliennes contre Gaza. Israël a frappé Gaza aujourd'hui. Eh bien, nous allons devoir voir ce qui se passe. Nous voulons nous assurer que tout se déroule de manière très pacifique avec le Hamas. Comme vous le savez, ils ont été assez turbulents, ils ont tiré quelques coups de feu, et nous pensons que la direction n'est peut-être pas impliquée là-dedans. Peut-être quelques rebelles à l'intérieur. Mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement. Le cessez-le-feu est-il toujours en vigueur? Oui, il l'est. Des rebelles achetés et financés par Israël ou les États-Unis. Cela pourrait être nous aussi. Je veux dire, ce président n'a aucun problème à être malhonnête, à mentir ouvertement. Il n'a aucun problème. Ces gens-là, Larry, parce que nous savons que Donald Trump, plus tôt, avant que les attaques ne se produisent, a dit que le Hamas tuait des gens à Gaza. Il parle de ces rebelles, de ces groupes semblables à l'État islamique, tu sais. Hamas, autant que je sache, je ne suis pas sur le champ de bataille. Mais autant que je sache, Hamas ne tue pas d'autres combattants du Hamas, ni de Palestiniens en général, sauf s'ils appartiennent à ces groupes. Et je soupçonne que certains en font partie. Ils sont très bien payés, tout comme la Fondation humanitaire de Gaza. Mon Dieu, si vous voyez les salaires que ces types touchaient, et en gros, ils les recevaient pour aider les FDI à tuer des Palestiniens. Donc je pense que c'est sur eux que Hamas tire. Et ils ont été très intelligents de garder les armes de calibre entre 50 et en dessous, et de s'assurer qu'aucune d'entre elles ne soit jamais rendue. Parce que c'est le genre d'armement dont ils ont besoin pour mener le type de guerre qu'ils mènent actuellement. Une guerre de guérilla. Ils n'ont pas besoin de gros matériel. Deux fronts dans le conflit, Larry à Gaza. L'un d'eux est le front militaire. L'autre est ce que l'administration Trump essaie de faire, une sorte de conclusion des principaux objectifs militaires à Gaza d'une manière pacifique ou disons différente. Mais l'objectif principal, à mon avis, reste le même. Il y a eu une interview avec un ancien responsable du Mossad et de l'armée israélienne, et il a dit qu'il ne voulait pas des Gazaouis là-bas. Ils vont les remplacer, les envoyer dans ce pays. Voici ce qu'il a dit, Larry. Yazé Gaza. Nous devons prendre les habitants et les envoyer en Libye. Comment voyez-vous l'avenir de Gaza? Pas d'avenir. Un parking, une décharge. C'était des créatives. Je le fais. D'accord, nous avions un accord. Soudain, ils ont envoyé des missiles. Nos gens ont tiré des missiles depuis l'intérieur. Et ensuite, nous avons dit, oh, il y a un missile venant de Gaza. Donc maintenant, nous pouvons leur répondre. Tu penses que c'est aussi quelque chose de possible? Tout est possible. Nous allons effacer Gaza. Ce n'est pas seulement lui, Nima. Ce sont aussi Smotrich et Ben-Gvir. Je les ai entendus faire des déclarations similaires, en fait encore pire, officiellement, devant Netanyahou, devant la Knesset. C'est ce qu'ils veulent faire. Et bien sûr, leur objectif ultime
est de faire à Gaza exactement ce qu'ils ont fait à la Cisjordanie, ou qu'ils sont en train de faire très rapidement à la Cisjordanie et à Jérusalem-Est, c'est-à-dire l'installer avec des citoyens juifs. Aucun Palestinien ne resterait, à part peut-être quelques-uns pour des travaux d'esclaves. Je ne sais pas si tu as vu l'interview que Donald Trump a donnée à Fox News. Il répète un peu la même chose, juste en le disant différemment. Il parle d'un lieu de liberté. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Voici ce que Donald Trump a dit. Développez-le. Et tu as dit que tu voulais le développer. As-tu des projets pour ça? Pas moi, en tant qu'individu. Les États-Unis, j'aimais l'idée de l'appeler, disons, le lieu de la liberté. Tu l'appelles le lieu de la liberté. Et nous installerions toutes les personnes qui y vivent dans des logements décents à travers la région. Si tu regardes, l'Égypte a beaucoup de terre. La Jordanie a beaucoup de terre. Tu sais, juste à côté, beaucoup de pays ont beaucoup de terre. Donc, j'avais au départ la vision que nous pourrions les y installer. Regarde Gaza. Je veux dire, tu sais, il ne reste rien debout. Tout est en ruine. Ce n'est donc pas très difficile de faire mieux que ça. Israël peut dire que nous avons tué 50 000 personnes. Et donc, tu dirais que c'est tout un nouveau groupe de gens. Et c'est le cas. Je veux dire, tu sais, ils sont remplacés par d'autres, des jeunes. Ce sont des commentaires absolument horribles si on les analyse de près. En fait, pas besoin de les analyser de près, il suffit de les écouter. Ce sont des commentaires totalement horribles. Ils parlent vraiment de ce que je dis depuis le début. Ils ne vont pas sortir les 100 000 morts, dont 50% sont des femmes et des enfants. Dessous, c'est décombres. Ils vont tout recouvrir de béton. C'est l'idée de Trump. Je ne dis pas que c'est celle de Netanyahou. Je pense que Netanyahou veut régler la situation. Je sais que Ben Gvir et Smotrich le veulent aussi. Ils veulent la régler exactement comme ils le font en Cisjordanie. Mais ce que Trump suggérait, c'est qu'ils vont tout recouvrir. Il n'y a plus personne. Oh non. Le New York Times, le Washington Post, tous ces médias américains, ils ne se rendent même pas compte du nombre de morts qu'il y a. Je pense qu'il y en a plus de 200 000. Il existe actuellement des preuves médico-légales, des preuves issues de modélisation et de simulation qui prennent en compte l'utilisation des munitions, la densité de population, le type de construction au sol, les réseaux routiers, tous ces facteurs qui entrent dans l'analyse et qui montrent qu'il y a au moins 200 000 Palestiniens morts. Selon les évaluations démographiques, au moins 50% sont des femmes et des enfants. Et ils sont nombreux, très nombreux. Quel est le chiffre officiel qu'ils annoncent maintenant? 60 000, quelque chose comme ça. Eh bien, cela laisse 140 000 morts, Nima, sous les décombres. Ils vont tout recouvrir de bitume et Trump va construire une belle ville. C'était des remarques horribles. Et regardons à quel point cet homme est stupide. Soit ça, soit c'est juste un sac de mensonges et de combines, plein de turpitudes proverbiales. Je pense que c'est un peu des deux, la plupart du temps. Il a menti dès qu'il a ouvert la bouche. La Jordanie n'a pas beaucoup de terre. Demandez au roi. L'Égypte n'a pas beaucoup de terre. Demandez à Sisi. En fait, je viens de lire une évaluation de National Geographic sur la situation d'Israël avec tous les réfugiés qu'il a déjà venus de toute l'Afrique de l'Est, en plus de sa propre population. Il ne peut pas les nourrir, il ne peut pas leur fournir d'eau, et il ne peut pas les loger. Même s'il devenait une terre promise demain matin, la densité de population par rapport aux ressources vitales est telle qu'il ne pourrait tout simplement pas y parvenir. Ni la Jordanie ne le pourrait vraiment, si on y regarde de près. Rien que l'eau serait un obstacle. Donc il ment effrontément. Il n'y a pas beaucoup de terre. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Point final. Il n'y a pas beaucoup d'espace, en réalité. Si on les entassait tous en Égypte,
les gens seraient épaule contre épaule. C'est sur cela que Sisi est assis. Il est assis sur une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment. Et la question est, où ira l'armée égyptienne quand cela explosera? Mais il ment effrontément Nima. Je ne sais pas d'où il tire ces arguments et cette version de l'histoire. Steve Miller, Laura Loomer, un endroit exotique et étrange, parce qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Si c'est le cas, il semble que tout le plan de paix et le cessez-le-feu n'ait servi qu'à aider Israël et Netanyahou à réparer ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et pour soigner son image, même s'il ne peut pas obtenir le prix Nobel de la paix, pour soigner son bilan en tant qu'artisan de la paix. Je veux dire, je pense qu'il s'y intéresse encore beaucoup. Et cela, bien sûr, ainsi que l'Ukraine. Il y a là-bas de réels développements en cours s'ils se concrétisent. Mais cela et l'Ukraine sont tout ce qu'il lui reste de vraiment solide et présent dans la presse en continu pour faire la paix. Je pense vraiment qu'il est en colère et enfin lassé de Bibi Netanyahou. Mais je crois que Bibi le sent, ce qui le pousse à aller encore plus fort et plus vite. Et vous savez, l'objectif ultime, c'est un changement de régime en Iran, avec Trump qui ne serait pas un guerrier réticent pour le soutenir. Voilà donc le plan ultime de Bibi. Cela est, comme vous l'avez suggéré, éviter la prison. Changement de régime par une opération militaire. Je pense que ce sera une combinaison. Israël m'a montré par le passé qu'il est plutôt bon et intelligent dans l'utilisation d'un mélange de forces lorsqu'il entreprend quelque chose comme ce qu'il devra faire avec l'Iran. Donc, il va essayer encore une fois, et il travaille probablement d'arrache-pied, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ce moment, dans toutes sortes d'endroits autour de la périphérie de l'Iran, et même à l'intérieur du pays, pour développer une autre troisième colonne, ou cinquième colonne, appelez-la comme vous voulez. Vous savez, des gens payés par Israël pour faire ceci ou cela à l'intérieur de l'Iran, pour s'en prendre à certaines installations où les Iraniens gardent leurs missiles les plus sophistiqués, pour mener des actions clandestines, secrètes, directes, à l'intérieur de l'Iran. Ce que j'entends, c'est qu'il rapporte à Netanyahou qu'il n'y a plus beaucoup de chance dans cette affaire maintenant. Autrement dit, ils craignent de ne pas pouvoir créer ce type de force de guérilla à l'intérieur de l'Iran avant le début des hostilités, car les Iraniens ont très bien appris à la contrer. Ils ont fait savoir dans tout le pays que si quelqu'un se faisait prendre à ce sujet, il serait très rapidement neutralisé. Et cela, ajouté au fait que les Iraniens se sont en quelque sorte rassemblés. Désormais, il y a des Iraniens prêts à dénoncer ces personnes. Il y a des Iraniens qui auparavant auraient détourné le regard, mais qui maintenant les signaleront aux autorités centrales. Donc je pense que Netanyahou reçoit probablement un rapport disant « Ce ne sera pas aussi simple qu'on le pensait, patron ». Ouais, Larry, as-tu regardé l'interview que Steve Witkoff et Jared Kushner ont donnée à 60 Minutes? Je l'ai fait. Je veux dire, j'ai pensé quel décalage. Enfin, tu vas le passer. Non, je ne vais pas le passer parce qu'ils détiennent les droits d'auteur. Ils ne nous laissent pas. Je l'ai fait une fois et ils l'ont coupé. Je suis surpris qu'ils aient laissé passer ça. Vraiment, je suis très surpris qu'ils aient laissé passer ça. Je pense que quelqu'un a fait une erreur. Tu sais ce qui était incroyable pendant l'interview? Witkoff a dit qu'il recevait des informations de la CIA 3 fois par jour. Et à chaque fois, ils disent que le Hamas n'est pas prêt à discuter, tu vois, à négocier. Qui dirige la CIA? Qui est derrière tout ça? You tell me.
C'est toi qui me le dis. L'homme qui dirige la CIA, l'homme à la tête de la CIA, c'est comme un chef alternatif du Mossad. D'accord? L'homme qui dirige notre agence centrale de renseignement travaille pour Assad. Donc je ne peux pas te dire ce qui se passe à la CIA. Je ne pense pas que les entrailles de la CIA soient encore aussi complètement contaminées qu'elles l'étaient pendant l'imbroglio des ADM en Irak. On ne pouvait rien obtenir. Le centre était tellement contaminé et McLaughlin avait une emprise totale dessus. McLaughlin était l'adjoint de George Tenet et le seul véritable expert du renseignement au plus haut niveau. Il contrôlait les analystes. Il ne laissait pas les analystes ayant des opinions contraires s'approcher de Powell ou de moi. Nous ne l'avons découvert qu'après coup. Mais il avait absolument interdit à quiconque d'entrer dans cette pièce avec Colin Powell ou avec moi pendant la préparation, à moins qu'il ne soit en accord avec la ligne de George Tenet, George Bush et Dick Cheney concernant les ADM. Je ne sais pas si c'était criminel. Je ne sais pas s'il connaissait la vérité et agissait ainsi parce qu'il savait la vérité et ne voulait pas qu'elle soit révélée. Ou s'il croyait réellement que les renseignements qu'il recevait de personnes comme Laura Loomer étaient les plus fiables et qu'il voulait donc écarter les autres du jeu. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire que le directeur de la CIA est un agent du Mossad, pas un agent rémunéré, mais il travaille pour le Mossad. Il travaille pour Bibi Netanyahou. Il suffit de regarder son parcours. Lorsqu'il s'agit des renseignements qui parviennent au président des États-Unis, quel est le rôle de Tulsi Gabbard? Et quel est le rôle de la CIA? Comment la combinaison des deux fonctionne-t-elle? L'idée derrière le dernier amendement à la loi sur la sécurité nationale, qui a créé le poste de directeur du renseignement national, était que cette personne prenne la responsabilité qui incombait auparavant au directeur de la CIA et la confie à un individu distinct. Avant cela, le Congrès était très inquiet, tout comme les présidents après la Seconde Guerre mondiale. Inquiet à l'idée que la communauté du renseignement est un chef unique et devienne, oserais-je le dire, semblable à certains dirigeants d'Amérique du Sud qui ont fini par mener leur pays à la ruine. Ils ne voulaient pas de cela, donc ils ne l'ont pas fait. Eh bien, ils l'ont fait dans cette loi. L'avant-dernier, non, désormais le dernier, amendement à la loi sur la sécurité nationale, crée cet individu unique, qui est responsable devant le président, le Conseil de sécurité nationale et l'ensemble du cabinet pour le renseignement stratégique. Il ou elle est chargé de coordonner les 16 autres membres, tout depuis la composante militaire jusqu'au FBI, au Trésor, au Bureau du renseignement et de la recherche du département d'État, à la DIA, à tout l'ensemble. Cette personne est responsable de coordonner toute cette communauté, d'obtenir un consensus et de le transmettre au président. Cela ne se produit pas. Cela ne se produit pas. Si quelqu'un parvient à un consensus momentané, ce sont Steve Miller et Laura Loomer. Et Tulsi Gabbard est complètement en dehors de cette boucle. Ça te fait du bien? Moi, ça me terrifie. Exactement. Larry, l'un des points qui m'a vraiment bouleversé, c'est quand Kushner parlait de la situation à Gaza. Il a dit qu'il avait l'impression que Gaza avait été bombardée avec des bombes nucléaires. Nucléaires, tu vois. Mais après tout ça, il a dit qu'il ne pensait pas que c'était un génocide. Parce que, tu sais, Witkoff intervient et dit « c'est une guerre ». Ils disent absolument c'est une guerre. Quel type de guerre est-ce donc? C'est une guerre, Nima. Et cela n'a pas été dit assez souvent, et je reconnais ne pas l'avoir dit assez souvent non plus. Mais je vais le dire ici de manière claire et nette. C'est pas ce que présente le New York Times, le Washington Post,
tous les grands médias de ce pays en Europe, à Londres, à Paris. Il s'agit, selon le droit international, le droit que nous avons contribué à élaborer à partir de 1945, d'une lutte légitime entre un peuple opprimé et son oppresseur. Point final. Le 7 octobre a été une action légitime du Hamas contre Israël. Parce qu'Israël, relisez les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Je l'ai fait l'autre jour. Je n'en revenais pas de certaines choses que je lisais. Je les avais oubliées. I couldn't believe some of the things I was reading and I had forgotten. All the things the UN declared in Toutes les choses que l'ONU a déclarées dans résolution après résolution du Conseil de sécurité. Lisez celles qui, par exemple, ont fait d'Israël un État et ont défini ce qu'Israël devait faire pour se conformer aux conditions de l'ONU afin de devenir un État. Ils les ont toutes violées. Ce qui se passe donc est une opération légitime d'un peuple opprimé contre son occupant. C'est légitime. Tout ce que le Hamas a fait est légitime. Maintenant, je ne dis pas que cela vous autorise à tuer des bébés ou quoi que ce soit de ce genre, car il existe d'autres règles de la guerre terrestre qui régissent cela. Et il y a probablement là-dedans quelques actes criminels, bien que pas autant que Netanyahou l'a annoncé. Car je pense que Meir Shomer et d'autres ont raison de dire qu'au moins 50% des victimes du 7 octobre ont été causées par les forces de défense israéliennes ou par des Israéliens réagissant et tirant de manière désordonnée. Les hélicoptères Apache, par exemple, ont probablement causé une grande partie des dégâts. Il s'agit donc d'une lutte légitime du Hamas contre Israël, un État oppressif. Point final. C'est la première chose qu'il faut reconnaître et comprendre. Vous pensez que Kushner et Witkoff, même s'ils pouvaient rationaliser cela dans le cadre de la loi, le corpus juridique que je viens de citer, qui est irréfutable, vous pensez qu'ils pourraient l'admettre? Vous pensez qu'ils pourraient même en arriver à cette conclusion? Moi non, parce qu'ils sont tout simplement complètement à côté de la plaque en ce qui concerne la situation réelle à laquelle nous sommes confrontés. Et une partie de cette incompréhension vient du fait qu'ils sont tellement attachés à Israël. Une autre partie est politique, et une autre encore relève de la propagande de Netanyahou, qui, je dois l'admettre, encore et encore, est parmi les meilleurs, Ithanarang monde. L'attaque contre Doha. Witkoff a dit qu'il n'en savait rien. Il vient de l'apprendre. Et le président l'a appelé en disant « Ce qu'ils font, cela ne va pas profiter à Israël ». Il semble que Donald Trump lui-même n'était pas au courant. Mais qu'en est-il de la CIA? Était-elle au courant? Comment est-il possible d'aller aussi loin dans cette direction sans en informer les gens aux États-Unis? C'est exactement ce que j'ai déjà dit à Powell, et il n'a pas du tout aimé à propos de Bob Woodward. Vous savez, Bob Woodward écrit ses livres à révélation. Il va interviewer les principaux protagonistes, ainsi que ceux juste en dessous d'eux, dans une scène ou un événement, et il enregistre tout. Ensuite, il revient et rapporte dans ses livres les mots exacts qu'ils lui ont dit, parce qu'il les a sur bande. Donc, il est protégé en matière de diffamation ou autre. Il est protégé. Et je le sais parce que j'ai longuement parlé avec l'un de ces chercheurs. Vous pouvez revenir à l'enregistrement, s'il y en a un, et je l'ai fait à plusieurs reprises. Et à une occasion, j'étais moi-même l'enregistrement, parce que j'étais assis dans la pièce lorsque Colin Powell aurait soi-disant tenu les propos que Bob rapporte dans le livre, en compagnie de plusieurs autres personnes que Bob mentionne également. Ce n'étaient pas les bonnes remarques. Ce qui se passe, c'est que les principaux acteurs qui l'interrogent après la crise arrangent l'histoire à leur avantage. Je veux dire, c'est tout à fait naturel. Parfois, ils enjolivent simplement. C'est une tendance humaine de vouloir se montrer sous un meilleur jour. D'autres fois, ils mentent carrément. Et ensuite, Bob rapporte cela comme la vérité brute dans ses livres. Je peux passer en revue les commandants.
ou n'importe lequel de ces livres, où j'étais présent lors de certaines interviews. Je peux les examiner et te montrer où les gens sont rapportés de manière illégitime, incorrecte. Mais Bob est protégé, parce que c'est ce qu'ils ont dit pendant la réunion, et il l'a enregistré. C'est ce qui se passe ici. Ces gens mentent effrontément, et je doute très sérieusement qu'ils soient protégés comme Bob se protège lui-même. Ils inventent simplement des choses qui correspondent davantage à ce qu'ils aimeraient que vous croyiez plutôt qu'à ce qui s'est réellement passé. Maintenant, je ne dis pas que Woodcock et Kushner sont pleinement investis ou parfaitement informés de ce qui s'est réellement passé, ni que Trump le soit. En fait, je dirais que Trump est probablement la personne la plus déconnectée de toute la présidence. Mais il existe une tendance au sein de ce groupe, et je l'ai vue à l'œuvre, je sais qu'elle existe, et cette administration a vraiment cette tendance à réécrire l'histoire après les faits, pour soutenir leur version des événements. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Kushner dévoilait un grand plan pour Gaza pendant l'interview, et on lui a demandé « Quel est ce plan ?» Nous ne savons pas s'il l'a réellement décrit au cours de l'entretien, car après tout, lorsque la vidéo a été montée, cette partie n'apparaît pas. Mais nous avons une interview précédente de Kushner parlant de Gaza. Voici ce qu'il a dit, Larry. Cela pourrait aussi être très précieux si les gens se concentraient sur la construction de moyens de subsistance. Pensez à tout l'argent qui a été investi dans ce réseau de tunnels et dans les munitions. Si cet argent avait été consacré à l'éducation ou à l'innovation, que pourrait-on avoir accompli? Je pense donc que la situation là-bas est regrettable. Mais du point de vue d'Israël, je ferai de mon mieux pour déplacer les habitants, puis nettoyer la zone. Je ne crois pas qu'Israël ait dit qu'il ne voulait pas que les gens y retournent ensuite. Ce que j'essaierais de faire, si j'étais Israël en ce moment, ce serait simplement de raser quelque chose dans le Negev et d'essayer d'y déplacer les gens. Je sais que ce ne serait pas une décision populaire, mais je pense que c'est une meilleure option pour pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, un peu de vérité s'est glissé là-dedans. Un peu de vérité pour que tu puisses aller terminer le travail. Mais écoute ce qu'il a dit. Écoute les remarques d'ouverture. Qui a le plus d'argent pour faire quelque chose de positif? Il demande au Hamas de ne pas construire de tunnels, de ne pas acheter d'armes, de ne pas mener une insurrection contre un oppresseur. Il leur demande, ce sont des gens pauvres, fondamentalement pauvres. D'où viennent leurs fonds? Ils les reçoivent de Bibi Netanyahou via le Qatar. Ils en reçoivent aussi d'autres sources, sans aucun doute. Peut-être de l'Iran, peut-être de l'Arabie Saoudite, peut-être d'autres pays arabes. Mais ce ne sont pas des gens riches, loin de là. Regarde Israël. Nous leur avons donné 30 milliards de dollars rien que pour ces 2 années. Nous leur avons donné d'innombrables milliards depuis que nous avons commencé à leur verser 3 à 4 milliards chaque foutue année. Alors Kushner, où est l'argent? Espèce d'idiot, espèce de menteur, sac à foutaise proverbial. Ou bien tu es simplement stupide. Où est l'argent? L'argent est de l'autre côté, mec. Pourquoi une partie de cet argent, selon ta propre logique, n'est-elle pas utilisée pour rendre Gaza meilleur pour les Palestiniens? Pas pour les colons israéliens. Pour les Palestiniens, les véritables propriétaires de cette terre depuis 3 fichus millénaires. Oh Donald, tu ne fais pas d'histoire. Tu ne le sais pas, Donald. Allez, laisse-moi te donner une leçon de géographie de base, une leçon d'histoire de base. Et au fait, Jared, je viens de te dire où est l'argent. Combien de cet argent vas-tu dépenser pour ces pauvres gens de Gaza? Tu déformes tout, tu pervertis tout. Tu ne connais pas ton histoire. Tu es complètement à côté dans ta compréhension de la région et de la situation elle-même.
Mais je dois me dire, Nima, ils ne peuvent pas être aussi stupides. Alors que font-ils? Ils fabriquent des choses pour des gens essentiellement stupides, ignorants, idiots, qui peuplent aujourd'hui cette planète et occupent les couloirs d'endroits comme le New York Times, le Washington Post, le Washington Times et le reste des médias traditionnels, et d'autres dans ce pays en particulier, mais aussi en Europe, qui sont tout simplement des gens stupides. Ils ne veulent tout simplement pas regarder la vérité. Je veux dire, c'est en partie ça. Ils n'ont absolument aucune motivation pour regarder la vérité. La vérité, de l'autre côté de leur pièce très dorée, est tellement diamétralement opposée à ce qu'ils veulent qu'ils se sont convaincus que ce qu'ils veulent est la vérité. Tu sais ce qui est incroyable, Larry? Ils ne savent pas ce que les Gazaouis, les Palestiniens, ressentent pour leur terre. Ça me dépasse de comprendre de quoi ces types parlent. Je regardais hier soir certains témoignages des Cherokees dans ce pays, il y a bien sûr de très nombreuses années, puis certains témoignages des Nez perses, et ensuite ceux des Oglala Sioux et d'autres tribus. J'ai même consulté des documents sur plus de 60 tribus qui vivaient ici sur la côte Est, dont beaucoup se trouvaient en Virginie à un moment ou à un autre. Nous avons fait la même chose. Nous avons fait la même chose. Les Cherokees, en particulier, étaient un peuple très instruit, probablement plus instruit, homme pour homme, femme pour femme, que les Américains autour d'eux, que les Britanniques autour d'eux, que les Français autour d'eux. Et je le pense vraiment. Ils étaient sans doute un peuple plus raffiné. Et vous savez, nous les avons traités de façon épouvantable. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau sur la face de la Terre, mais c'est quelque chose qui aurait dû être tempéré après la Seconde Guerre mondiale en particulier. Et devinez qui a aidé et apporté la main la plus puissante à cette modération? L'Amérique. Et maintenant, regardez ce que nous faisons. C'est une régression d'une ampleur monumentale pour cet empire. C'est une répudiation complète de tout ce que nous défendions après la Seconde Guerre mondiale. Et, aussi imparfaitement que ce fut, de tout ce que nous avons concrétisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international humanitaire, la justice pénale internationale et d'autres domaines. Nous étions responsables d'avoir rassemblé tout cela pour le mettre au service du monde, ce que nous appelons l'ordre international. Eh bien, je suis désolé, nous sommes désormais les plus grands violateurs de toute cette trame. Nous sommes une abomination dans ce monde. Nous sommes devenus notre propre pire ennemi et le pire ennemi du monde. Je pense que c'est la raison pour laquelle Richard Wolff, Larry, a dit « Oui, l'Occident l'a déjà fait, mais cette fois c'est différent, parce que personne ne l'accepterait. » Nous savons mieux aujourd'hui. On pourrait dire que nous savions mieux dans les années 1800 et à la fin des années 700, mais ce n'est pas vrai si l'on regarde de près. Nous ne savions pas mieux. Peut-être que individuellement, nous savions que lorsque nous prenions un tomahawk et que nous coupions un petit bébé en deux, qui se trouvait être un Amérindien, nous savions, probablement, dans notre esprit, qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange à faire cela. Mais en ce qui concerne la prise de leurs terres, la colonisation du pays, leur expulsion, le fait de les traiter comme des moins que rien, nous ne savions vraiment pas mieux. C'était ainsi que le monde fonctionnait à cette époque, y compris nous. Si l'on remonte à l'époque de Colombe, Colombe fut l'un des êtres les plus odieux à avoir jamais mis le pied dans le Nouveau Monde. Il était terrible. Il était aussi mauvais que Cortés, Pizarro et tous ces autres conquistadors. Il était terrible. Il a assassiné des gens. Il a tué de petits bébés. Il a tué des enfants. Il a tué des femmes. Tout cela pour le sanglant appât du gain. Mais c'était la manière de vivre à cette époque. Que Dieu nous vienne en aide si nous n'avons pas évolué depuis.
Netanyahu doesn't want, Larry, doesn't want Turkish and Netanyahou ne veut pas, Larry. Gaza. Il ne veut pas d'une implication turque et qatari dans l'administration de Gaza après la guerre. Il a déclaré qu'une telle participation constituerait une ligne rouge pour Israël. Qu'apporteraient ces deux pays à la situation à Gaza qui déplaît à Netanyahou? To the situation in Gaza that Netanyahu is not happy about. Were I a leader of any country, Si j'étais le dirigeant de n'importe quel pays, y compris d'Israël, même dans son état actuel, disons que Netanyahou disparaissait soudainement, comme par magie, et que je prenais les commandes, je ne voudrais pas non plus que tout le monde s'y trouve. Cela dit, je pense qu'il a certaines inquiétudes particulières concernant l'implication d'Erdogan, car il y voit une manière pour les Turcs de prendre pied au Levant, ce qu'ils ne devraient pas faire. Après tout, si l'on connaît l'histoire, ils y ont déjà été. Il n'est pas nécessairement opposé, même si je pense qu'en fin de compte il le serait, à l'arrivée de troupes étrangères à Gaza. Il s'opposerait certainement à ceux qui ont un passé impérial incluant cette région, et pour le dire de manière neutre, une soif d'anciens gains et d'ancienne gloire. Erdogan en est un parfait exemple. Je ne voudrais pas de ces troupes là-bas. J'ai déjà dit par le passé que si la Turquie voulait s'engager militairement dans cette affaire pour mettre fin à la crise, mettre fin à la guerre, et peut-être à l'existence de l'État d'Israël, je ne suis pas sûr que je m'y opposerais. Mais je ne veux pas qu'il s'attarde. Et c'est ce dont Netanyahou a peur. C'est ce qui effraie tout le monde, que quelqu'un s'attarde et devienne plus puissant que le pays qui s'y trouve actuellement, Israël. Nous avions, vous savez, je ne sais même pas si on peut l'appeler le président de la Syrie. I don't know if we can call him the president of Syria. Ça laisse un goût amer, n'est-ce pas? Yeah, he went to Oui, Russia il est allé en Russie et il a rencontré Poutine. and Quoi? Jeff? Tu as vu cette photo? Je n'en revenais pas de voir à quel point il est grand. Je l'ai déjà vu auparavant. Je savais qu'il devait être plutôt grand. Il doit faire environ 2 mètres ou quelque chose comme ça. À côté de lui, tu aurais l'air minuscule. yeah, yeah. Ouais. Il semble que la Russie et la Chine et le chef du Conseil de sécurité iranien se soient rendus en Russie après coup. Head of Security Council in Et nous savons aujourd'hui, Russia and in the aftermath. And we know today that C'est Larijani. Qui est-ce? Larijani, Ali Larijani, yeah, exactly. He's a very Larijani, Ali Larijani. Oui, exactement. C'est un homme très, très intelligent. Il est tellement intelligent, vraiment très intelligent. Oui, et il sait tout sur l'Iran. Il est d'ailleurs très sage en ce qui concerne la politique étrangère de l'Iran, Larry. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'Alexandre Lavrentiev, l'envoyé spécial du président russe pour la Syrie, s'est rendu en Iran pour discuter avec les Iraniens, et il semble qu'il se rendra ensuite en Syrie. Mais que se passe-t-il dans l'esprit des Russes et des Iraniens après la chute d'Assad et l'arrivée de la nouvelle administration en Syrie? Se rapprochent-ils d'une certaine manière de la position de la Turquie, parce qu'ils savent que ce qui se passe en Syrie pourrait être géré par leur politique étrangère? could be managed by the foreign policy? Je pense que ce que nous observons, et toi et moi en avons déjà parlé lors de notre précédent échange, c'est une tentative de l'Iran de recoller les morceaux, tandis que la Russie essaie de faire la même chose à propos de la Syrie. C'est une façon un peu maladroite de le dire, mais je pense que la Russie veut revenir en Syrie. Elle veut de meilleures relations. L'Iran veut revenir en Syrie. Il veut de meilleures relations, et tous deux sont prêts à coordonner leurs actions pour y parvenir. Cela rend les choses un peu compliquées, mais je pense que c'est ce qui se passe. Et je pense que nous voyons actuellement un dirigeant syrien, un dirigeant apparent en tout cas, qui est conscient de son besoin de cela à cause d'Israël. Et dans une moindre mesure à cause de la Turquie. Mais à tout moment, cela pourrait devenir dans une plus grande mesure à cause de la Turquie.
Et les Kurdes font aussi partie de tout cela. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe avec les Kurdes en Irak en ce moment, mais ils sont leurs propres pires ennemis. Ils sont leurs propres pires ennemis. Ils viennent de conclure un accord entre Bagdad et l'autorité pétrolière kurde pour commencer à faire revenir les grandes compagnies internationales, les compagnies pétrolières mondiales. Mais ils ne peuvent pas le consolider parce que les deux factions, Talabani et, comment s'appelle l'autre déjà? Je ne m'en souviens plus maintenant, mais elles ont toujours été là. Ils se battent entre eux au Kurdistan, dans cette partie nord de l'Irak, Souleymaniye contre Erbil et contre Kirkouk, et ainsi de suite. Ils sont presque leurs propres ennemis. Mais c'est un facteur qu'ils doivent aussi prendre en compte. La manière dont la Turquie les perçoit et la manière dont eux perçoivent la Turquie. Mais fondamentalement, je pense qu'ils s'inquiètent d'Israël. Et je le serais aussi, à leur place. Je pense que le dirigeant de Damas a compris que l'un de ses plus grands problèmes à venir sera Israël. Il a essayé de collaborer avec eux, et je pense qu'il a maintenant réalisé qu'on ne collabore pas avec Israël. Il t'écrase. Alors maintenant, la Russie et l'Iran lui offrent certaines possibilités de tenir tête à Israël. Et donc, nous allons voir les deux pays impliqués de différentes manières. Je pense que les Russes veulent récupérer leurs ports, ou plutôt leurs bases aériennes, leurs ports. Vous allez les voir revenir en Syrie, je crois. Et ce sera, je l'espère, si c'est bien fait, bénéfique pour la sécurité ultime de la Syrie. C'est important maintenant, car je pense qu'Israël, et la Turquie, dans une certaine mesure aussi, montrent, disons, des visées quelque peu convoiteuses envers la Syrie. Cela va se dérouler avec le temps, bien sûr, mais je pense que la Russie et l'Iran finiront probablement par remporter cette lutte. C'est une bonne façon pour l'Iran de retrouver, pour ainsi dire, sa ligne de front face à Israël. Il ne s'agit pas seulement de la Syrie. Le chef de la sécurité nationale de l'Irak s'est rendu en Iran et a réaffirmé l'engagement envers le pacte de sécurité avec l'Iran, rejetant l'utilisation de l'espace aérien irakien pour des attaques contre l'Iran. Et d'après le rapport sur le pétrole irakien, ainsi que d'après des amis à moi qui se trouvaient en Iran ou en Irak, à l'époque où nous travaillions avec leur ministère du pétrole, ils ont réglé la plupart de leurs problèmes liés au pétrole. Ce qui a toujours été un point de friction entre Saddam Hussein et, vous savez, l'ayatollah, et inversement. Cela restait un sujet sensible, mais apparemment, désormais, les champs pétrolifères produisent effectivement dans les deux pays. Donc vous savez, on peut enfoncer son truc en biais dans le sol et voler le pétrole de l'autre pays, et inversement. Ils ont conclu un accord là-bas, et il semble qu'il va tenir, ce qui fait partie d'un accord plus vaste. Même ExxonMobil, la crème de la crème des compagnies pétrolières internationales, envisage de jeter un nouveau regard sur l'Irak. Et tout cela est dû à ces accords qu'ils concluent autour de leurs frontières, pour reprendre le contrôle de la situation. Small, car ces grandes compagnies pétrolières ne veulent pas de procès à plusieurs milliards de dollars pour avoir volé le pétrole des autres. Vous savez. Tu sais ce qui s'est passé, Larry, à la suite de la guerre entre l'Iran et Israël, ce qui m'a plutôt surpris. Ce n'est pas seulement une question d'Iran et du peuple iranien, c'est aussi une question du peuple irakien. Tu sais, ceux qui étaient proches de Saddam Hussein n'aimaient pas l'Iran. Ils avaient ce genre de sentiment. Ils détestaient un peu l'Iran, même avec le nouveau gouvernement en Irak. Mais tu sais ce qui a changé. La population, la façon dont elle perçoit l'Iran après l'attaque iranienne contre Israël, a changé radicalement en Irak. Et j'ai trouvé incroyable de voir ce qui se passe avec le peuple irakien. C'est une transformation majeure.
Mon fils m'a dit, lorsqu'il travaillait à Kirkuk avec l'armée de l'air irakienne pendant la Deuxième Guerre d'Irak, que la seule chose qui unissait tous les membres de l'armée de l'air irakienne, on pouvait parler de toutes sortes de sujets et susciter des discussions, mais la seule chose qui les unissait dans la haine, c'était les Perses. Et maintenant tu as raison, cela a changé. Cela a changé. Tu sais quelle en était la raison? L'un de leurs experts des médias nationaux a dit « Qui est capable de frapper Israël comme l'a fait l'Iran? Personne dans le monde arabe n'en est capable. » C'est pour cela qu'ils changent d'avis à propos de l'Iran. Ils voient, tu sais, le résultat final. À mon avis, ce qui s'est passé en Irak a été énorme. Il y a cela. Et puis il y a aussi ce que j'appellerais l'éthique islamique, vous savez. Ce que les États-Unis et Israël ont fait à l'Iran était vraiment trompeur, perfide, machiavélique, appelez cela comme vous voulez, avec n'importe quel adjectif péjoratif. Et vous savez l'honneur. J'ai toujours constaté que dans les communautés persanes et arabes, c'est encore un concept vivant. Peut-être qu'il ne l'est plus en Occident, mais il reste un concept tout à fait valable dans les cultures arabes et persanes. En d'autres termes, cela a encore un sens. Larry, en passant à l'année du conflit en Ukraine, Donald Trump devait avoir une rencontre avec Vladimir Poutine, mais il a dit auparavant que les deux, tu sais, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov et Rubio, allaient se rencontrer. Il semble que cela a été reporté et qu'ils essaient simplement de communiquer par appel téléphonique et ce genre de choses. Si nous nous mettons à la place de Poutine, en voyant ce qui s'est passé au Moyen-Orient, avec les discussions, les négociations avec l'Iran, et maintenant le nouvel accord dit de paix avec les Palestiniens, comment pourrais-tu imaginer croire à ce que dit Donald Trump? C'est pourquoi je pense qu'ils hésitent tant à parvenir à un accord. Parce qu'après tout, il semble que la principale question en Ukraine reste le cessez-le-feu. Un cessez-le-feu imminent que les Russes n'ont pas accepté. Non, et cela ne le sera jamais, parce qu'ils sont en train de gagner. Si vous gagnez une guerre aussi spectaculairement que la Russie dans celle-ci, vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Si vous gagnez, tout court, vous ne voulez généralement pas de cessez-le-feu. Mais si vous gagnez aussi spectaculairement que la Russie, vous en voulez certainement pas. Et regardons la tapisserie plus large en ce moment. Nous avons, m'a-t-on dit, des discussions sérieuses, et je pense que la source est fiable à propos de ce que la Russie a proposé concernant un tunnel sous la mer de Barents reliant la Russie et les États-Unis. La Chine, m'a-t-on dit, commence maintenant les travaux. Je n'y suis pas allé. J'aimerais y aller. Je ne suis pas allé au Nicaragua depuis longtemps. Au Nicaragua, pour le nouveau canal qui traversera l'isthme et changera toute la dynamique du Golfe d'Amérique et de l'océan Pacifique. En même temps, nous parlons de nouvelles relations économiques non seulement avec la Russie, mais aussi avec la Chine, de manière sérieuse. John Thune, le chef de la majorité au Sénat, qui est un flagorneur par excellence de Trump, a annoncé que, et je ne pense pas qu'il oserait prononcer ces mots sans la permission de Trump, ils allaient peut-être mettre un petit frein à ces sanctions supplémentaires qui devaient viser les pays vendant du pétrole à la Russie, achetant du pétrole russe ou entretenant des relations économiques importantes avec la Russie. En même temps, on m'a dit que Lavrov et Rubio avaient effectivement discuté, disons, de la situation d'après-guerre en Ukraine, dans des termes qui laissent entendre que les deux hommes, ainsi que leurs ministères respectifs, disposent de cellules de planification travaillant sur la période post-Ukraine. Et il ne faut pas non plus négliger, d'après ce que j'entends, que Trump a fait savoir aux dirigeants européens,
Starmer, Macron et Merz en particulier, qui n'étaient pas intéressés par l'utilisation des avoirs russes gelés au profit de l'Ukraine. Il y a aussi d'autres choses, plus mineures. Je comprends que Trump a finalement été informé du nombre réel de missiles de croisière Tomahawk dans l'inventaire américain, ainsi que des prévisions. Désolé, Monsieur Trump, vous vous êtes trompé. Donc, toutes ces choses semblent, à mon avis, se combiner pour présenter une image plus positive en ce qui concerne le possible jeu de Trump avec Poutine autour du conflit en Ukraine et sa possible mise à l'écart totale de Zelensky. J'espère avoir raison, j'espère que c'est bien ce qui se passe. Si c'est le cas, nous pourrions voir une fin à tout cela. Mais en note de bas de page, je ne pense pas que nous verrons une fin avant qu'Odessa ne soit entre les mains des Russes. Et cela représenterait un coup dur pour l'État ukrainien résiduel et neutre après le conflit, car il n'aurait plus de port. Et voici un autre point. Alors que Poutine devait soi-disant se rendre à cette réunion en Hongrie, je crois, Sikorski de Pologne a fait savoir très publiquement que si Poutine survolait la Pologne, il serait arrêté pour crime de guerre. Ou peut-être qu'il l'est. Je pense qu'il l'a formulé comme ça. Il l'a un peu rendu conditionnel. Eh bien, est-ce que Sikorski pense que l'avion de Poutine ne sera pas accompagné d'assez d'appareils pour l'abattre, pour éliminer toute menace envers Poutine? Mais bon, c'est Sikorski, c'est l'idiot polonais. Tout cela est en train de mijoter en ce moment, et j'espère que cela mijote vers la paix, au final. Je ne sais pas, Trump te trompe à chaque fois que tu crois qu'il se dirige vers la paix. Et je ne rejette pas cette possibilité ici non plus, mais j'espère que nous allons maintenant avoir des initiatives qui mettront fin à ce théâtre de guerre. Larry, il y a eu un tweet de Kirill Dmitriev, l'un des principaux négociateurs du côté russe. Il échangeait avec Elon Musk, disant que nous pourrions relier la Russie aux États-Unis par un tunnel de 70 miles qui relierait les deux pays. C'est censé être un signe d'unité pour les deux. Y a-t-il une quelconque compréhension de ce projet? Est-ce que quelqu'un s'y intéresse réellement? Je pense qu'il y aurait, et qu'il y a peut-être déjà, de l'intérêt, surtout dans le milieu des affaires, et particulièrement en Alaska, car ce serait une entreprise d'envergure, créant beaucoup d'emplois et générant beaucoup d'argent. Je comprends que la zone est fortement sujette aux tremblements de terre, mais je sais aussi que les Japonais, et j'aurais dû le savoir avant même de devoir le vérifier, ont un tunnel dans une zone sismique bien pire. Et il fonctionne très bien. On peut les construire de manière suffisamment sophistiquée pour qu'ils puissent probablement résister à ce genre de situation. Je pense que celui du Japon est sur une échelle de 9, de 1 à 10, et que celui de la mer de Barents est sur une échelle d'environ 6,9 ou 7 sur 10. Donc ce n'est pas tout à fait aussi grave, mais c'est faisable. Et avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, et avec peut-être l'aide des Japonais, tu sais, nous pourrions le faire. Ce serait un avantage pour les deux parties. Tout ce qui entre dans ce que nous appelions autrefois le TVD d'Extrême-Orient, le théâtre militaire de l'Union soviétique, maintenant l'Est de la Russie. Tout ce qui n'est pas la Chine et qui arrive dans cette région est une bonne chose pour la Russie. C'est certain, car les Chinois vont s'approprier cette région s'ils ne font rien. Le Lebensraum. Les Chinois ont besoin de Lebensraum. Espace vital, comme en parlait Hitler. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Prends soin de toi. À vendredi. Vas-tu porter ta chemise Aloha à vendredi? Oui, exactement. Bon marché. À plus tard. Au revoir.